Bon. On va commencer. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Je pense que c'est mieux, enfin, si vous pouvez vous mettre un petit peu au milieu ici, dans la rangée du milieu, parce que si vous voulez bien, vous mettre dans la rangée du milieu, comme ça sera plus facile, je pense, de faire un suivi de aussi bien des panélistes que euh, des projections. Alors, pour finir la journée, en tout cas pour tout ce qui est présentation des opportunités et d'investissement, on va revenir en Afrique de l'Ouest pour parler du cas du Bénin. Et la session donc sera modérée par Inès de l'ARE et qui va donc présenter ses panélistes et en même temps en fait donc vous donner par la suite la parole pour poser toutes les questions qui vous chagrinent après donc ces présentations. Et je reviendrai par la suite pour faire, j'espère, avec assez de monde pour faire le résumé de la journée. Merci. J'invite les panélistes peut-être à venir s'asseoir. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de modérer aujourd'hui cette session sur les opportunités d'affaires et investissements et les usages productifs au Bénin. Donc, la session va se dérouler d'abord avec une présentation. Malheureusement, Checkpoint ne pouvait pas être là, donc je ferai une présentation rapide sur le marché du Bénin, suivie de questions, enfin, d'un débat avec nos panélistes et puis de quelques questions de l'audience, s'il y en a. Donc voilà, je vais directement démarrer. Au cas où il y a des anglophones dans la salle, n'hésitez pas à don't hesitate to take a headset. Et on aura aussi ici un panéliste qui répondra en anglais. Donc s'il y a des francophones qui ne parlent pas anglais, n'hésitez pas à prendre aussi un casque. Donc, je vais démarrer directement avec la présentation. Donc d'abord sur l'ARE, l'ARE, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'Association mondiale de l'industrie des énergies renouvelables décentralisées. On a quasi 185 membres, quasi 200, présents dans plus de 55 pays et sur 3 continents. Alors, on regroupe des membres sur toute la chaîne de valeur, donc que ce soit des investisseurs, du storage, du power components, etc. On a vraiment toute la chaîne de valeur, pas juste du mini-grid ou du solar home system. Les couleurs rendent pas très bien, mais ça devait montrer normalement que nos membres étaient présents actifs en tout cas principalement en Afrique de l'Est et de l'Ouest. On a également des membres qui sont présents en Asie et en Amérique latine. On a dans les services que l'ARE offre à ses membres sont sur 3 lignes de services. La première, c'est vraiment développement d'affaires et connaissance des marchés. Et puis, on a aussi un département pour tout ce qui est politique et plaidoyer. Et puis, finalement, on a un département qui est vraiment sur la communication et le marketing pour vraiment donner de la visibilité à toutes les sociétés présentes dans le secteur des énergies renouvelables décentralisées. Alors, pour l'implication de l'ARE au Bénin en particulier, on a d'abord la signature du MOU l'année dernière entre l'ARE et l'AISR Bénin, qui est l'association locale pour les énergies renouvelables. Ce MOU a pour domaine de collaboration le politique et le plaidoyer entre nos 2 associations, la formation et le renforcement des capacités sur place également, le développement des entreprises du secteur privé et finalement un partenariat stratégique entre les 2 associations pour la visibilité. Alors, on a aussi un autre projet qui va se dérouler entre autres au Bénin, mais aussi à Madagascar et au Cameroun en coopération avec l'ADEME. Alors, ces 3 projets. Le premier, c'est une étude de marché sur les équipements pour les utilisations productives des ERD.
La deuxième, c'est une campagne de sensibilisation sur les équipements pour l'utilisation des ARD à des fins productives. Et le troisième, c'est le développement d'un guide technique pour l'électrification des établissements de santé en milieu rural. Alors, pour une brève présentation sur le marché du Bénin, aujourd'hui, seulement 42% ont un accès à l'électricité dans le pays. En milieu urbain, on dépasse à peine la moyenne, mais en milieu rural, on voit qu'on a à peine 6% qui sont électrifiés. Et ils ont pour objectif, en 2030, d'arriver à l'électrification universelle. Donc, il y a effectivement, a priori, beaucoup d'opportunités d'affaires dans le marché béninois. Pour ce qui est du marché des mini-réseaux, alors actuellement, il y en a 80 qui sont déjà opérationnels dans le cadre du programme PRODER Proves réalisé par la Berne. Et il y en a encore 127 qui sont en cours dans le cadre de l'ECEP. Et pour ce qui est des Solar Home System, alors là, il y a des kits solaires, il y en a déjà 158 000 qui sont présents dans le pays, principalement distribués en pay-as-you-go. Et on a remarqué que comme les paiements mobiles sont de plus en plus démocratisés, a priori, la croissance n'arrête pas dans le déploiement des solar home systems. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne les barrières du marché côté de l'offre, en tout cas, on a remarqué qu'il y avait un faible niveau de sensibilisation des consommateurs aux solutions ARD, en particulier dans les zones rurales. C'est d'ailleurs là-dessus que l'ARE va travailler avec l'ADEME pour la campagne de sensibilisation. Ça va vraiment se focaliser sur la communication, sur les bénéfices des ERD en milieu rural. Sur le deuxième point, il y a également la concurrence dans le secteur informel. Et puis finalement, le manque de capacité locale, techniciens pas assez qualifiés pour l'entretien des systèmes en milieu rural. Puis finalement, là, vous pouvez voir les membres qui sont présents au Bénin. On en a une petite série qui sont présents et actifs dans le pays. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ou contacter l'ARE si vous voulez rejoindre l'ARE. On va directement démarrer maintenant avec la session. Je vais vous demander, chers panélistes, d'à chaque fois d'abord vous présenter et puis de présenter votre société, ce que vous faites au Bénin. Et puis, si vous pouvez directement dire ce que vous pensez, quels sont les principaux avantages du marché au Bénin pour vous, ce serait pas mal. Si vous avez un micro. Top. Donc, on peut commencer par Yann de Sagem-Com. Bonjour, donc je suis Yann Chauvelin, je suis en charge du business développement chez... Prêt comme ça, entendu. Et donc je suis en charge du business développement chez Sagem-Com pour la partie électrification et principalement aussi pour la partie électrification rurale. Alors la société Sagem-Com, dans son département que je représente, on est un EPC pour déployer des infrastructures sur le continent africain, dans le domaine des télécommunications et de l'énergie. Donc, pour revenir au Bénin, on est sur le Bénin depuis 2005 et on est dans 22 pays en Afrique. Alors, on a des filiales dans 22 pays en Afrique, mais on a travaillé ou on peut travailler dans pratiquement tous les pays du continent. Tous les pays du continent. Donc, en tant que PC, sur le Bénin, on a réalisé différents types de projets. Il y a une dizaine d'années, c'était surtout dans le domaine des télécoms. Mais pour revenir sur le sujet de l'énergie, on a réalisé des solutions d'énergie pour les opérateurs télécoms, que ce soit de l'hybridation de stations d'énergie des opérateurs ou du monitoring à distance de toutes les stations d'énergie de l'opérateur à distance. On a fait à peu près 130 sites sous cette forme. Au niveau des énergies renouvelables, on a solarisé et apporté un système d'énergie renouvelable avec le stockage sur le poste frontière entre le Bénin et le Niger, au niveau du site de la ville de Malanville.
On a réalisé un mini-réseau pour un opérateur privé sur le Bénin, qui est d'ailleurs présent ici. Et puis, on se positionne aussi sur des projets d'extension de réseau, parce que dans le domaine de l'énergie, on fait à la fois de l'extension de réseau, basse tension ou moyenne tension. On fait des solutions de mini-réseau pour les opérateurs privés ou pour les opérateurs publics. Et on fait aussi des fermes solaires. Donc aujourd'hui, il y a ces trois types de projets qui sont sur le Bénin et on se positionne sur l'ensemble de ces projets avec succès qui dépend des appels d'offres. Mais on est assez présent sur le Bénin. On a une équipe aujourd'hui, une quinzaine de personnes, sachant qu'on a aussi une filiale au Togo et que vous parliez tout à l'heure de problèmes de ressources et on mixe nos ressources en fonction d'où se trouvent les projets. Si on a plus de projets au Togo, ben les équipes vont aller travailler sur le Togo. Si on a plus de projets sur le Bénin, les équipes viendront travailler sur le Bénin. Et vraiment, c'est quoi la force du marché béninois en particulier? Alors, la force du marché béninois, bon, c'est similaire un peu à ce qu'on trouve dans les autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un taux d'électrification qui est assez faible. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de projets, que ce soit aussi bien en extension de réseau que avec le projet, vous parliez de MCA, de mini-réseau ou il y a du solar home system aussi, mais ça ne nous concerne pas. Et on sait aussi qu'il y a des projets de fermes solaires qui sont aujourd'hui en développement et qui devraient bientôt arriver, qui vont complémenter ce besoin en productif sur le Bénin. Donc nous, en tant qu'EPC, on attend que ces projets-là se concrétisent pour bien sûr accompagner les développeurs ou l'État sur ces... Super, merci beaucoup. Alexis, à toi. Présente-nous d'abord ta GDS au Bénin. Allez, avec plaisir. Donc, Alexis Riminaire de Général du Solaire, GDS International. Donc, nous, on est un développeur de projets solaires basé en France et actif depuis environ 10 ans en Afrique, spécialement en Afrique de l'Ouest. Plus particulièrement au Bénin, on développe deux types de solutions. On développe des projets d'électrification rurale par mini-réseau solaire et des projets d'autoconsommation pour sites industriels, commerciaux ou autres. Concernant la partie vraiment mini-grid, électrification rurale, donc nous, on a fait partie du programme MCA qui s'est lancé en 2018. On a eu la chance faire partie des entreprises sélectionnées. C'est un projet qui a pris, comme souvent, beaucoup de temps, mais on a aujourd'hui la construction de notre premier site. Le premier mini-réseau est en cours et on a un programme à réaliser de 12 sites. Et donc, les 11 autres vont suivre avec un objectif d'avoir tout terminé dans un an, exactement. Donc voilà pour nos activités globalement au Bénin, en Afrique et au Bénin. Et peut-être pour revenir sur le sujet qu'est-ce qui fait la qualité du marché au Bénin, avant de parler de ses limites, mais ce qui fait la qualité du marché au Bénin, pour moi, il y a trois choses. La première, c'est effectivement, comme disait Yann, le fait que dans le secteur de l'accès à l'énergie, que ce soit on-grid, off-grid, parce que le réseau lui-même n'est pas non plus très, très fiable, en fait, il y a en soi énormément d'opportunités. 6,5% d'électrification, c'est quand même un chiffre qui est très, très bas, qui est très, très faible. Et donc, il y a énormément, en théorie, de choses à faire pour augmenter l'accès à l'électricité. Vous avez également un cadre réglementaire qui a été complètement remis à jour, réécrit dans le cadre du compact MCA et qui, de mon point de vue en tout cas, est aujourd'hui vraiment bon par rapport à la moyenne des cadres réglementaires des pays voisins et qui donc permettent d'investir et d'investir dans des projets de mini-réseau et d'attirer du financement. Et la troisième chose, c'est que globalement, vous avez quand même sur le pays une dynamique qui est depuis quelques années très forte, beaucoup de gros projets d'infrastructure qui du coup appellent bien sûr des projets d'énergie avec lui. Voilà pour la part. Merci beaucoup. Marie, le NG. Bonjour à tous, donc Marie Testard, je travaille au sein d'Engie Energy Access. Donc Engie Energy Access qui est une filiale d'Engie qui comprend donc l'intégration de 3 startups historiques, donc Phoenix Mobisol sur le volet Solar Home System et Power Corner sur le volet mini réseau.
Pour vous en dire voilà, quelques mots de plus sur NG Energy Access, donc on est un peu le premier développeur à consolider ces deux technologies, Solar Home System d'une part et Mini Réseau d'autre part. À l'heure actuelle, on a plus d'1 million de clients, donc dans 9 pays en Afrique subsaharienne et bientôt un 10e pays avec le Togo. On a autour de 1700 employés, 80% de ces personnes vivent donc, en Afrique. Sur la partie mini-réseau, on a des projets déjà en opération depuis quelques années, donc en Tanzanie, en Ouganda, qu'on a développé avec un partenaire à nous, Equatorial Power, en Zambie, au Nigeria et également au Bénin. Donc maintenant, pour détailler un peu plus nos activités au Bénin, on a ouvert notre filiale en novembre 2018, donc il y a plus de 3 ans désormais. On a atteint, il me semble, aujourd'hui ou peut-être demain, 200 000 ventes de kits solaires dans le pays. Donc, c'est une activité pour la partie kits solaires qui fonctionne très bien, qui est présente depuis quelques années. Et on a capitalisé sur cette expérience pour lancer notre déploiement sur le volet mini-réseau. Donc, on a développé notre premier mini-grid avec un partenaire EPC qui est présent dans le panel et qui va être bientôt, bientôt lancé dans les semaines qui viennent. On a beaucoup d'ambition au Bénin puisqu'en fait, on a remporté un appel d'offres comme nos partenaires ici présents pour le projet de l'OCEF dans lequel on va déployer 20 mini-grids. Ainsi que des kits solaires, puisque notre stratégie est vraiment d'apporter une solution adaptée aux besoins de nos clients, que ce soit via des kits solaires ou une connexion au mini-réseau en fonction des besoins de consommation. C'est notre stratégie de développement qui passe aussi par essayer de comprendre et de dérisquer le modèle lié, enfin, à tout l'aspect demande, grâce à nos équipes de Solar Home System, qui sont des personnes qui sont sur le terrain avec des forces de vente très importantes, on arrive à comprendre et à anticiper quels pourraient être les besoins de consommation et d'apporter derrière donc, la solution la plus adaptée, soit une connexion au mini-réseau, soit un kit. Vis-à-vis de notre... Enfin, les avantages au niveau du Bénin, ils sont multiples. Donc déjà, effectivement, 6,5% de l'électrification en zone rurale, comme vous l'avez précisé, c'est donc un potentiel, une profondeur de marché intéressante pour l'électrification via les solutions off-grid. D'une part, sur le second point, je dirais sur l'aspect contrat de concession qui nous permet en théorie d'avancer un petit peu plus vite puisque ça nous permet d'obtenir une concession pour un ensemble de mini-réseaux au lieu de passer par un process de licensing qui fait site par site. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Et nous, au niveau de notre déploiement au Bénin, on a un intérêt fort de la proximité avec le Togo et notre déploiement passe par finalement, en fait, notre développement intègre aussi les opportunités de marché du Togo en n'ayant qu'un seul bureau du Bénin qui puisse chapeauter en fait ces deux pays afin d'avoir une profondeur de marché plus intéressante. Donc, merci beaucoup. Merci. Maintenant, laisser la parole à Michael Rattinger. Donc, je rappelle que ce sera en anglais, donc n'hésitez pas à prendre le casque. Yeah, good afternoon, and thank you for the invitation. I apologize, but I won't offend you with my terrible French, so I'll stick to my mediocre English. Thank you very much for the invitation to the panel. For the European Investment Bank, Benin is a country where we are engaged in a number of sectors. We're perhaps best known for the infrastructure activities that we do, that is projects, for example, for water supply of Cotonou, another project to do stormwater management to prevent urban flooding. We have done things with the financial sector, working especially through microfinance institutions. As part of COVID response, we have provided financing for resilience of the health sector and economic recovery from COVID, especially for the agricultural sector. And we also serve Benin in the framework of regional projects.
But really, the most new and exciting thing that that we're doing is a project with our partners from NG Energy Access, which focuses on solar home systems. We're really excited about this opportunity. It's not the first time that we're partnering with NG. We have done a project a few years ago also on off-grid solar in Uganda. And so this is another project with another of the local subsidiaries of NG. And this one focused on a market that we think is very receptive to these types of projects, and where these types of technologies are very needed. So as we've seen in the past few days, the discussion around sort of project size or ticket size is an issue, especially for a financial institution like the European Investment Bank, where we're more known for big tickets. So how do we get into those sort of smaller projects, more high-risk projects, those projects that we might not be so able to do ourselves simply because of our size? Working with our corporate partners like NG is really a way for us to reach that. So it's a really great partnership where we can bring our strengths together. And I think in the striving of the EIB to do more of these types of projects, I think it's a model that we will be building on and replicating further. So about 3 or 4 years ago, we decided to set up an envelope for off-grid solar projects. It's a small envelope at first, only 60 million euros. But with this project in Benin, we have now programmed those funds, and I'm happy to say that there are discussions to replenish those funds or to set up a new facility. So I think it can be taken as a sort of sign of success of this, and the project in Benin is only the very latest, I think case. So we're looking forward to do much more of that again with our partners. Thank you. Merci beaucoup. Et justement, peut-être pour rebondir là-dessus, je voulais un peu savoir quelle serait la recommandation, la question encore pour vous, Michael. Quelle serait la recommandation générale que vous pouvez donner à des promoteurs qui souhaiteraient justement encore travailler du coup avec vous, que ce soit d'autres promoteurs de Solar Home System ou mini-grid, qui voudraient travailler avec la BEI? Est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations pour des plus petites sociétés? Well, more than advice, I would really just encourage you to speak to us. The European Investment Bank might not be in these types of projects, maybe the first thing that you would think about, but you might be surprised. Yeah. So please do speak to us. I'm happy to speak with you after the session, or just please look us up. We're extremely keen to partner with others in this space, and it can be through partnering with a corporate partner, but we also work, through many other avenues. We can provide equity, we can provide guarantees. We work a lot through financial institutions. We obviously work with governments, and we can bundle all of the financing and expertise that comes from our partnership and our integration into the EU institutional system, right? So tapping those technical assistance funds, working together with the European development finance institutions. So our job is really, about packaging, different forms of assistance, not only financial, depending on the needs of the project. So, you need to use a lot of creativity in some of these spaces where projects are smaller, where you're dealing with a lot of challenges on the ground that many of you know better than myself, certainly. But I think through conversation is where you find that opportunity for partnership, right? And just to give comfort to people that the financiers will be there
when you bring your ideas. It's just about having those conversations. Merci beaucoup. Du coup, ce nouvel investissement au Bénin va permettre aussi une croissance rapide a priori pour Engie, en tout cas de son portefeuille de Solar Home System. Je voulais un peu savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus, Marie, sur le modèle économique qui sous-tend peut-être le travail d'Engie en matière de Solar Home System et sur les raisons pour lesquelles c'est à la fin du programme. Alors, sur le volet Solar Home System, effectivement, donc, on a pu lever 10 millions d'euros de financement, ce qui va nous permettre de déployer plus de 100 000 kits solaires supplémentaires. Donc, on va dépasser les 300 000 kits solaires dans le pays. C'est effectivement un moyen assez rapide et efficace d'avancer dans le pays. On a, juste pour préciser quelques informations sur cette facilité, donc c'est donc une dette senior avec une maturité de 6 ans. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un succès pour Engie. On est très content de pouvoir déployer notre activité. Effectivement, on a besoin de financement complémentaire sur le volet mini-réseau. Et donc, la Banque européenne d'investissement, notamment, je pense, et d'autres lenders devraient être voilà, un peu plus, montrer plus d'appétence sur le financement des mini-réseaux qui n'ont pas du tout la même structure de risque que les kits solaires. Effectivement, sur des kits solaires, on est sur une partie très working capital, donc on a besoin d'un financement assez court. Quand on parle en fait de financement de projets de mini-réseau, on est sur un financement beaucoup plus long, puisque c'est un financement de type infrastructure, avec des risques au niveau de la période de construction, puis on peut avoir des risques complémentaires sur ce qu'on appelle la phase de ramp-up, au niveau de la période où, en fait, où on va stimuler la demande, et donc avoir vraiment un projet qui est vérifié par rapport à ce qu'on a dans notre modèle. Et ça, je pense que les prêteurs, à l'heure actuelle, ont toujours des réticences peut-être à venir un petit peu sur ce volet-là. Donc, c'est un très grand succès sur la partie kit solaire, et on est effectivement, on va continuer d'inscrire notre développement avec notre activité de kit, mais potentiellement essayer d'attirer des financements complémentaires sur le volet mini-réseau pour avancer dans le pays. Ok, merci. Pour revenir spécialement au marché du Bénin, Alexis, on a parlé des avantages, mais tu as aussi un peu évoqué les obstacles. Alors, quels sont-ils, mais surtout, qu'est-ce qui peut être fait pour dépasser ces obstacles, les barrières dans le marché au Bénin spécialement? Excellente question. Alors moi, je pourrais parler que de la partie mini-grid. Juste, je me permets de revenir sur une des slides qui a indiqué le projet Proves-Prover qui a, en théorie, électrifié 80 villages, et qui, je pense, est un très bon exemple de projets mini-grid qui sont un échec, parce qu'en fait, c'est un projet qui a été financé juste sur la partie construction et qui n'a pas été financé sous forme de concession. Là, ils sont en train de le reprendre pour réussir à faire quelque chose de longue durée. Et donc, en fait, c'est un investissement qui s'est traduit en très peu d'électrification, en fait, au final. Aujourd'hui, justement, avec tout le travail qui a été fait, le Bénin se positionne globalement sur un modèle de concession et donc de l'électrification longue durée. À partir du moment où on a lancé une concession, il y a un engagement sur 20 ans. En théorie, quand on a réussi à électrifier une localité sur 20 ans, en théorie, ça continue sans jamais s'arrêter. Mais c'est assez symptomatique des problèmes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que on a aujourd'hui dans le secteur du mini-réseau, bon, c'est pas que au Bénin, c'est quelque chose qui est assez spécifique, mais on a souvent face à nous un manque de compréhension, un manque de compétences, mais j'ai envie de dire de compétences spécifiques au mini-réseau à l'accès à l'énergie, pour bien comprendre quels sont les problèmes et les problématiques du secteur privé pour faire ces projets, et qu'est-ce qui doit être mis en place par les autorités publiques pour rendre les projets réalisables. Et ça, même si, encore une fois, le cadre réglementaire est bon, c'est quelque chose auquel on fait face au quotidien pour nos projets. Parce que voilà, la réalité du quotidien d'un mini-réseau, c'est que on fait en permanence face à des situations inattendues et on n'a pas en face des personnes qui ont l'habitude de ça, connaissent ça. Donc, bien sûr, avec le temps, c'est censé quand même s'améliorer, mais c'est quelque chose qui nous ralentit beaucoup et qui veut dire des temps de développement très longs. Ce qui est aussi un problème, parce que forcément, un temps de développement long, ça veut dire un développement qui est coûteux.
et qui va se répercuter sur le prix de vente de l'électricité et donc va limiter les ventes futures d'un mini-réseau, va impacter la capacité électrique des autres. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire aujourd'hui, le problème principal, associé au fait que la plupart des institutions avec lesquelles on travaille au Bénin font face à un problème de ressources limitées en termes de nombre de personnes. Et donc, on peut avoir des temps de traitement qui sont aussi très longs. On peut se retrouver dans des situations, donc je prends l'exemple du projet qu'on est en train de construire, qui a quand même été annoncé lauréat de l'appel à projet en 2019 et pour lequel on a signé la convention de concession. Donc, c'était en avril 2019, on a signé la convention de concession seulement en novembre 2021. Il s'est passé plus d'1 an et demi juste de discussion. Discussion avec parfois des périodes de 3 mois, 6 mois où rien ne se passait. Donc ça, c'est voilà, c'est la difficulté principale. Et la dernière, pour pas prendre trop de temps dans le panel, c'est qu'aujourd'hui, le potentiel, en fait, dont on parlait tout à l'heure, en théorie, il y a un potentiel important de marché. En pratique, c'est en cours de définition, mais ça sera peut-être différent. On est dans un pays qui a l'habitude de gérer les choses de façon très centralisée et qui, du coup, a plutôt une culture d'extension du réseau plutôt qu'une culture d'électrification par mini-réseau, bien qu'il y ait des programmes assez ambitieux. Et donc, on va peut-être se retrouver dans une situation, alors qui est un peu dommage parce qu'il y a en fait pas de compétition entre ces deux modes d'électrification. Ces deux modes d'électrification, l'électrification rurale permet en théorie juste d'accélérer l'accès à l'énergie et complémentaire du réseau. Mais voilà, il y a les deux visions qui s'affrontent dans le pays, avec une certaine partie des décideurs qui veulent accentuer principalement l'électrification par extension de réseau et réserver le mini-réseau juste pour vraiment les localités les plus dures à atteindre, et d'autres qui, au contraire, souhaitent privilégier l'accès par mini-réseau parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite et parce que ça permet d'attirer plus de financement du secteur privé. Merci beaucoup. Vous voulez compléter? Non. Oui. Donc, les difficultés sur le marché béninois. Alors nous, en tant que PC, on suit la sortie des projets, quoi. Donc, comme le disaient les développeurs, comme Alexis ou Marie, si les projets mettent du temps, ce qui est le cas aujourd'hui dans les projets mini-grid, nous, on a été associés avec plusieurs développeurs depuis 2 à 3 ans sur ces projets-là. On leur a fait des offres, puissent chiffrer leur CAPEX, leur BP et ainsi de suite. Et on voit que ces projets-là tardent à sortir. Et ça pose même des problèmes quand on voit l'évolution économique aujourd'hui des CAPEX dû au coût de transport, au coût de matières premières, ainsi de suite. On est obligé sans arrêt de refaire des offres pour remettre à jour nos prix. Je suppose que les développeurs ils sont obligés de refaire leur BP et ça doit sérieusement les perturber. Donc ça, on rencontre ça au Bénin donc avec les mini-réseaux. On le rencontre aussi avec les projets de fermes solaires qui traînent à sortir. Donc, mais c'est pas spécifique au Bénin, on le trouve dans beaucoup de pays, la lenteur de mise en œuvre de ces projets. Donc déjà, quand on entend parler d'un projet, souvent ça vient des agences, des autorités locales, qui sont déjà en train de travailler avec les DFI, avec les gens qui vont leur financer ce projet-là. Mais le jour où la personne allume son interrupteur avec la lumière, il se passe quand même un temps assez long. Et c'est dommage, on pourrait l'accélérer. Alors nous, on est en train aujourd'hui d'essayer de trouver des solutions pour accélérer ces choses-là, où en tant que EPC, on discute avec les autorités s'ils ont des projets qu'ils veulent faire, si on peut les aider à définir un projet. Nous, de notre côté, on cherche comment on peut apporter le financement. Ce qu'on appelle des projets en EPCF. Là, on peut faire des offres. Alors ça dépend des capacités d'endettement de celui-là. Mais on peut à la fois, je dirais, construire le projet, aider les autorités à construire ce projet-là et apporter une offre en CAPEX et une offre en financement pour les autorités. Après, bien sûr, c'est comme le disait Alexis tout à l'heure, il faut que ces projets-là soient exploités par des sociétés. Parce que dans le cas présent du projet Prodert, c'est vrai qu'il y a eu un projet qui a été fait. Il n'y avait pas d'opérateur derrière pour l'exploiter. Ok, intéressant. J'aurais encore une question pour Marie, mais plus sur Engie.
Donc, en tant qu'acteur majeur du secteur, vous êtes aussi actif dans le Solar Home System, comme vous avez dit, et les mini-grids. Donc, je voulais un peu savoir comment vous voyez la cohabitation de ces deux technologies, le business model de ces deux solutions différentes. Alors, il y a plusieurs réponses à cela. La première, en fait, l'intérêt d'avoir intégré ces deux activités, c'est de créer des synergies, de diminuer nos OPEX. En fait, d'améliorer le modèle financier. Dans chaque pays où on a une activité de mini-réseau, on a également une activité historique de Solar Home System, qu'elle soit portée par Phoenix ou par Mobisol. Et donc, on a vraiment fusionné ces deux activités sous le même toit. Donc, on a un seul bureau en local et sur toutes les fonctions support qui vraiment permettent d'écraser nos OPEX. Donc, ça, c'est vraiment le premier avantage. Le deuxième avantage d'avoir créé une seule plateforme et d'avoir intégré ces deux technologies, pour nous, en tant que mini-réseau, historiquement, moi, je travaille vraiment sur le volet mini-réseau, c'est de mieux comprendre toute la partie demande. C'est-à-dire que dans un pays comme le Bénin, typiquement, où on a historiquement Phoenix qui est présent depuis déjà quelques années, et à nouveau, en fait, je pense que j'ai déjà un tout petit peu introduit ce concept plus précédemment, mais on a des équipes, les Solar Home Systems, c'est des forces de vente. Les personnes, elles sont sur le terrain, H24, elles sillonnent les zones rurales qu'elles connaissent bien mieux que nous, opérateurs mini-réseau. Et donc, on a vraiment essayé de capitaliser sur cette force-là pour comprendre la typologie de clients par région. C'est-à-dire que dans un même pays, il va y avoir des différentiels énormes au niveau de la typologie de clients qu'on peut avoir. Et donc, nos partenaires, nos collègues des Solar Home System nous permettent vraiment de monter en compétence sur cette partie-là. Donc, ça c'est vraiment un point important, dérisquer la partie demande et nos prédictions de demande afin de comprendre un petit peu le risque client, le risque crédit que les activités historiques de Solar Home System ont pu construire. C'est vraiment, ça c'est un point très important. Et un troisième point, c'est en fait, notre mission, c'est vraiment l'accès à l'énergie. Mais l'accès à l'énergie, peu importe la technologie, Alexis disait précédemment, en fait, on n'est pas en compétition avec le réseau national. Et donc, en fait, d'avoir vraiment, de fournir en fait la solution la plus adaptée, la least cost effective solution pour nos clients, c'est ce qui est le plus important et ce qui permettra d'arriver à électrifier justement les 90-95% de zones rurales. Et l'intégration de kits solaires et des mini-réseaux sous le même toit permet cela parce qu'on ne peut pas installer des mini-réseaux dans tous les villages et construire en fait des réseaux de distribution de plusieurs kilomètres pour atteindre les dernières maisons qui sont le plus éloignées. Quelque part, d'un point de vue efficience de coût, ça n'a pas vraiment de justification. Et notre offre complémentaire Solar Home System Mini-Réseau permet justement d'optimiser notre modèle en fournissant des kits solaires, par exemple, pour les connexions qui le sont le plus éloignées et permettre finalement de conserver une typologie de clients qui va être premièrement proche de l'unité de génération afin de diminuer les coûts liés au réseau de distribution. Donc, il y en a vraiment une densité, une concentration de notre réseau de distribution qui nous permet d'optimiser notre modèle et par ailleurs aussi se concentrer sur toute la partie usage productif. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur, enfin, pour nous, la raison d'être d'un mini-réseau, c'est de pouvoir vraiment connecter des usages productifs, essayer de comprendre quels vont être les activités génératrices de revenus dans un village, comme par exemple au Bénin, dans notre village qui s'appelle donc Doé, qu'on a électrifié, il y a donc toute une activité d'huile de palme et donc essayer de vraiment travailler sur cette chaîne de valeur pour pouvoir débloquer en fait un potentiel économique dans le village qui va être vertueux et donc permettre derrière d'avoir une augmentation de la consommation aussi. Tu viens de parler justement des usages productifs. Alors, évidemment, nous, ça nous intéresse beaucoup puisqu'on va écrire une publication avec l'ADEME sur ce sujet au Bénin. Donc, peut-être Alexis également, dans les mini-grids, quels sont les types d'usages productifs que vous avez déjà constatés? Qu'est-ce qui permet justement d'avoir une activité économique dans le village? C'est une vaste question, ça. Ça mériterait une étude. Non. Nous, ce qu'on observe dans les villages, bon, si je prends large, hein,
toutes les activités économiques qui nous intéressent et qu'on va effectivement chercher à connecter en priorité. Ça va commencer par la buvette. Buvette, ça va aller, qui va pouvoir être ensuite une sorte de restaurant, salle de foot, spectacle, etc. Ça, il y en a beaucoup. Après, on a tout ce qui va être menuisier, poterie, forgeron, qui utilisent déjà des groupes et donc pour lesquels là, on va pouvoir assez simplement venir remplacer la capacité, leur permettre d'avoir des coûts de production bien inférieurs. C'est vraiment des choses qu'on trouve quasiment partout. Il y a toutes les personnes qui font de la vente de recharge aussi. Il y a tout ce qui va être boutique. Et après, parfois, dans certains... Alors, il y a aussi les antennes télécom, effectivement, parce que dans certains villages, on a des antennes qui sont là, et qu'on peut électrifier au passage. Parfois, on va avoir des activités de transformation agricole un peu plus importantes, mais la plupart du temps, dans les villages que nous on a pu visiter, les activités qu'on voit, voilà, c'est celles que je viens d'écrire, c'est-à-dire ces activités qui sont quand même pas très grandes, en tout cas qui n'emploient pas beaucoup de monde, quoi. Ça va être à chaque fois 1 ou 2 personnes qui vont travailler dessus. Et donc, notre rôle aussi, sur ces projets-là, c'est de s'occuper de cette partie-là, c'est-à-dire de faire en sorte que beaucoup plus de commerce, de business s'installent dans les villages dans lesquels on électrifie, en utilisant tous les moyens qu'on peut, c'est-à-dire en essayant d'identifier des opportunités, en essayant d'apporter du financement complémentaire, en essayant de faire du soutien et d'accompagner des personnes localement pour lancer leur activité. Et c'est certain que en fait, on va avoir besoin d'avoir soit beaucoup plus de petits commerces, soit carrément des grosses activités qui vont se lancer dans les différents villages, si on veut atteindre un niveau de vente et de commercialisation d'électricité qui soit suffisant. Et au-delà des ventes qu'on va pouvoir réaliser grâce à ça, ça permet globalement de dynamiser la localité. Et en fait, l'objectif d'un mini-réseau en théorie, va beaucoup plus loin que juste un apport d'énergie. C'est pour ça qu'on voit une grosse différence entre les localités isolées, électrifiées par extension de réseau, et les localités électrifiées par mini-réseau. Vous avez un taux de connexion qui est beaucoup plus important, parce que pour nous, c'est vital de faire tout ce travail-là, et on ne vient pas juste voilà, construire un réseau et attendre que les personnes viennent nous demander si elles ont le droit de se connecter ou pas. Donc voilà, il y a un gros travail à faire là-dessus. Merci beaucoup. Je vais peut-être revenir à Michael. Je voulais un peu savoir quelles étaient les principales raisons pour lesquelles vous avez choisi d'investir dans le Solar Home System au Bénin. Et je voulais également savoir si vous avez déjà investi aussi dans des investissements similaires dans d'autres pays en Afrique. Yeah, for us, the opportunity to invest in Benin came thanks to NG, and that was also the case in Uganda. I think the experiences that we've had with these types of projects are really spread across all of Africa. We have, it's from Madagascar. We have a few in West Africa. There's projects in Chad, in Comoros, and it really depends what is needed, from us. In this case, it was a loan to a subsidiary, of course, but so something relatively simple, shall we say, for us. But I think when we look a little bit deeper into this space, for us as a bank, it's important to understand what are the different needs, what are the different financial instruments that might be needed, right? And until you can absorb a loan, especially one from a multilateral, you need to have done things before, right? But so where is there a need for technical assistance, in terms of mapping the market, mapping the actors? Alexis was saying this, you need to understand really on a granular level, what are the needs and the different types of, of end users that you will have. And what are their, how can you sort of bundle them, right? And tackle them with the products, both technology, but finance that they need.
apart from technical assistance, in terms of local capacity building, is there a need for this? Do we need to train local people, particularly, to be able to implement and maintain these projects? There can be fantastic opportunities for job creation in this way. If you involve the local community and have jobs in operations and maintenance and these types of issues. Where can we use financial instruments like grants? Can we use things like vouchers for users so that they can access the technologies? With NG, it was a great approach because it's a pay-as-you-go approach that really fits well the cash flow of these households. But in some cases, you might have to see how you exactly structure the way that people can, in the end, become the owners of the technology. We have to see where we have to use risk mitigation instruments, like guarantees. Is there some uncertainties that we can address with this, to give comfort to investors, in terms of performance of the system, performance of the units as a whole, capacity of payment, and these types of things. And then, is there a need for equity, in some of these projects? Do we need to enhance that side, either directly or through providing investment through equity funds, something like this? And then there's more innovative things, results-based models and these type of things, performance-based models that we can also try to introduce here to generate an incentive for better implementation, better delivery of the performance of these systems. So for us as a financiers, is always to see what is that mix of instruments that we need to use. And it won't, always be as easy and as pleasant and as straightforward as working with NG in this project. But I think everybody, including ourselves, we are learning in this space what are the needs and how can we be the best partner. And then sometimes you have to start with things that are more familiar to you before you move more into the unknown. Merci beaucoup. Alors, je vois que le temps passe très vite, donc on a encore 2 minutes pour des questions s'il y en a dans l'audience. Avant de... Ah, pardon. Sinon... I'll ask a question in English if you don't mind. Servas from FlexGrid. We're also one of the members who are also active in Benin. We were not Alexis and Marie, when you compare Benin with other countries where you're active, I mean, in terms of willingness to pay, it's higher compared with other countries, it's lower, or it's similar? Okay. I'll start in French. Stay in French. Si on compare aux voisins directs, par exemple, au Togo, le Bénin est un pays qui est quand même globalement beaucoup plus riche. Les niveaux de revenus sont plus élevés. Et donc, on a des niveaux attendus. Voilà, le programme est en cours de construction, donc on verra comment ça se concrétise, mais on a des niveaux de revenus, enfin, ARPU, quoi, des niveaux de vente attendus qui sont beaucoup plus élevés au Bénin, par exemple, au Togo. Après, si on compare globalement à la sous-région, oui, si on compare à l'autre voisin qui est le Nigeria, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Nigeria, là, on n'a pas de projet, mais on a fait un petit peu regarder le pays. Là, vous avez une activité qui est beaucoup plus dense et vous avez donc beaucoup plus d'usages productifs dans les localités qui sont non connectées au réseau. Vous pouvez vous attendre à des revenus qui sont plus importants. Donc, bon, voilà. De notre point de vue, on a l'impression que c'est un peu un pays, on va dire, dans la moyenne, c'est-à-dire au-dessus d'un certain de ses voisins, mais voilà, ça reste quand même un dynamisme qui est récent et un niveau de vie qui n'est pas très élevé. Ouais, je suis d'accord effectivement avec Alexis. Peut-être pour compléter le fait que
on a un nombre de connexions dans un village au Bénin qui va être moindre que dans d'autres pays, du fait que on va avoir plus de personnes qui vont bénéficier d'une connexion. Donc, on va avoir peut-être une consommation un peu plus élevée, puisque une connexion va servir peut-être 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes, ça dépendra effectivement des villages. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on constate et qui est différent d'autres pays dans lesquels on opère. Oui, tout à fait. Vous avez parfois, c'est assez dur du coup de décompter le nombre de connexions exactes, parce que parfois un seul compteur, mais qui va venir alimenter une petite famille, des choses parfois, on peut avoir 30 personnes avec un compteur. Par contre, les villages sont assez denses. Voilà, ce qui par rapport à d'autres pays, si on va par exemple nous à la Zambie où les villages sont beaucoup moins denses, il y a cette, je sais pas pourquoi, mais la typologie typique d'un village, c'est quand même d'avoir un cœur très dense qui permet de limiter les coûts de construction de réseau et de connecter quand même beaucoup de monde sur un espace assez limité. Une deuxième question, dernière question. Léon. Yes, thank you very much. My name is Victor F. Kodiwana. I'm from Liberia, from Echo Power. And I just want to comment on what one of the speakers just said. To be able to fund the distribution sales of solar products, it requires a lot of things. And we have to be very innovative. And in the way that if you sell a product to somebody, this is not just simple lighting systems. We are talking about productive use of solar systems. One of the key ways to be able to encourage the people is to make them as owners. That is at the end of the payment, because we do pay as you go, eventually the owner, they should take ownership of it. And either way, it will be creating jobs. It's going to induce the local economy. And if we do that, I think we will succeed. There are key products that we are pushing in that direction. The charging system, for example, they look very simple. But in Liberia, there are some villages that don't have generator at all. If they have, the gasoline prices are all up. So if we have, let's say, a charging system that got about 30 slots that charges 34 at the same time, and we put it in all of the villages and towns, this is going to be very helpful because we introduce the pay-as-you-go, and the pay-as-you-go, we spread it over 12 months period, 12 to 24 months. In some cases, we are even trying to carry up to 30 months. But now the challenge is if we continue to split those kind of small units to local people who don't have the finance, and looking at the collection period, it's going to give us difficulty in even staying in business. So what we have done, we have been working very hard with the Access Bank, and there are some very good news for us that they are going to provide consumer financing system where once we sell, they will pay us upfront, and then they collect the money from the people. But to do that, it requires the partners and the sponsors to look for a way that maybe we can get a grant to be able to demonstrate this, in some portion of the area. And with that, it's going to work out well. It's going to create jobs for the vulnerable people. It's going to create even job, vacation school job for the students, and a lot of things. I just want to do that comment, make that comment. Yeah, maybe. Absolutely. I think that's creating, we are not working only on SDG 7, providing electricity, and we are working on other sustainable development goals, including, for instance, gender equality, providing electricity to healthcare. So working on the health
aspect, and also education, because we electrify also schools, and employment. We create, our aim also is to create again this positive cycle in order to increase the employment and economy of the village. So that's indeed at the heart of our strategy. So. Yeah, I mean, of course, pay as you go is a great way for, you know, it's a great method for some projects, but it's not, might not be appropriate for all, right? I mean, I think in the case, please correct me, Marie, if I'm wrong, but in the case of the project we're doing together in Benin, the time for repayment is 12 to 24 months, something like this, right? Which is, you know, maybe for an NG subsidiary is something that they can shoulder, but others maybe, you know, will have an issue and need working capital in that time. So, you know, having a system whereby you have the retailers stepping in, you know, and them being the ones, you know, to discount, you know, the payments instead of the project promoter can be appropriate in some circumstances. Yeah, I think that's what I got from your comment. But just more in general, and maybe it's a little bit of an advertisement, and maybe, you know, I'm preaching to the converted, but last year we did a study with the International Solar Association, which is the, you know, global group of countries interested in promoting solar energy. And we did a study on how off-grid solar in Africa could be promoted. And there might be some useful elements in there because it really breaks it down, you know, down to the level of what types of instruments are most appropriate, you know, given the certain characteristics of certain markets that, you know, might be useful as a sort of toolbox when you are trying to put together, you know, the elements for a project, right? Depending on the needs. So that could also be useful. Merci beaucoup et merci à tous d'être venus. On va devoir conclure maintenant parce qu'il y a le matchmaking, les réunions qui ont déjà démarré en bas. Je vais vite vous libérer pour ceux qui en ont. Donc un tout grand merci à tous d'être venus pour cette session sur le Bénin. Et je vais peut-être laisser le dernier mot à Harry pour conclure la journée. Merci à tous d'avoir patienté pour cette journée consacrée aux opportunités sur les opportunités d'investissement dans des pays d'Afrique. Très rapidement, je résume en une minute en fait, parce que ce qui a été dit, on va tout de suite rejoindre en fait la salle de match. Donc, si les 3 mots qu'on doit retenir en fait, c'est premièrement un marché encore assez jeune dans certains pays d'Afrique pour tout ce qui est mini-réseau. Donc, je cite pour cela aussi bien le Togo que le Burkina Faso que Madagascar et cet après-midi et ce matin, c'était encore le Burundi et la DRC. Il y a un pays qui est assez avancé, malgré, donc c'est le Bénin, à cause en fait donc des projets financés par le CEF et la BEI, et un besoin de financement qui est assez important dans la mesure où il y a à la fois en fait un besoin de financement pour l'investissement proprement dit et un besoin de financement pour tout ce qui est usage productif. L'invitation est donc lancée à tous les partenaires qui sont présents cette semaine ici en Tanzanie pour accompagner ces programmes de développement de telle en sorte à ce qu'on atteigne cet objectif de SDG 7 pour l'année 2030. Sur ce, je vous libère pour la suite du programme en cette fin de journée.
Et je vous donne rendez-vous donc demain sur des sujets qui porteront sur cette fois-ci notre pays d'accueil, qui est notre pays hôte cette année, qui est la Tanzanie. Il y aura des sessions qui toucheront principalement en fait, donc, le projet sur les énergies renouvelables et l'accès à l'énergie ici en Tanzanie. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.